Ils auraient pu être juste un groupe de quartier comme tant d'autres, mais ils ont fini par écrire l'une des plus grandes pages du rap français. Déjà à l'époque, la section d'assaut impressionnait tout le monde dans l'underground. Et quand leur musique a explosé, ce n'est pas seulement eux qui ont changé, c'est tout le paysage du rap français qui a basculé. Mais derrière les hits, les disques d'or et la célébrité, il y a une autre histoire, celle des conflits, des contrats et d'un scandale d'homophobie qui a failli mettre un terme à leur carrière avant même qu'elle ne décolle. La section d'assaut, c'est un groupe qui a tout pris, tout changé et tout perdu. Alors voici l'histoire de la section d'assaut. Notre histoire commence en 2002. Une bande de jeunes va alors poser les bases de ce qui deviendra une révolution du rap français, la section d'assaut. Et à la base, on ne parle pas de 4 ou 5 potes. Non, on parle d'un collectif beaucoup plus grand, environ une trentaine de membres, et le collectif se construit d'abord autour de plusieurs petits groupes qui sont eux-mêmes sous un collectif. Mais pour être honnête, ça part tellement dans tous les sens que je préfère commencer à partir de l'année 2005. Parce que cette année-là, le groupe se retrouve dans une équipe beaucoup plus resserrée, un groupe qui ressemble déjà beaucoup plus à ce que sera la section d'assaut par la suite. Pourtant, à cette époque, il ne s'appelle pas la section d'assaut, mais bien le 3e prototype. Et puis, il y a une rencontre clé, un certain Badiri Diakité, plus connu sous le nom de Dawala. Ce gars, c'est un producteur très malin, et surtout le fondateur du label Watibé. Il leur apporte ce qui leur manquait, une vraie structure et une vision. Et l'un des tout premiers projets à naître à cette période s'appelle Le Pacte. Je suis venu de loin afin de faire parler mon pacte, ceux qui pensaient fort que je n'ai jamais carré. Il avait été créé par Black Mesrim, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Black M, et ce sera le premier à sortir un vrai projet depuis le collectif Section d'Assaut. Et très vite, ça va s'enchaîner, parce que l'année suivante, 3e prototype, sort La Terre du Milieu, leur première mixtape sous le label Watibé. C'est la Terre du Milieu ou bien le Mordor et j'ai l'anneau magique, 3e pro-trilogie, puis dans le Vaussaire j'ai des nanomachines, l'apologie ou l'apogée du sketch, j'ai la pochette des familles délogées, c'est bien la guerre, pas celle des prolochons. En dehors de la musique, la stratégie est simple. Se montrer partout. Les premières scènes sont alors des événements organisés par la mairie et des soirées locales. Et pour financer tout ça, c'est le système D. Chacun met la main à la poche pour payer le studio ou faire fabriquer des t-shirts floqués section d'assaut. Mais ce qui fait vraiment leur force, ce n'est pas juste le nombre, c'est surtout leur mentalité. Leurs textes parlent de leur quotidien, les galères des banlieues parisiennes, les rêves de revanche. Et ensuite, ce sera au tour de Maître Gims de s'illustrer avec Ceux qui dorment les yeux ouverts, son premier projet solo. Y'a pas de galère, moi je suis Yoda. Pire encore, je suis le gros requin qui crève la dalle dans l'Oyoté. J'ai le bras coincé dans le piège à loup, je suis à 1000 jours de captivité. Le sol est froid, si je lève la tête, y'a le gun du braconnier qui me frotte. Ce projet a été le premier pas de l'artiste en dehors de la formation de section d'assaut où il travaillait avec le label Watibé. Et tout ça était évidemment porté par leurs influences, les grands du rap français comme IAM ou NTM, mélangés à toute la culture urbaine de l'époque. À ce moment-là, personne ne se doute que cette bande, encore coincée entre les mairies de banlieue et les caves de Châtelet, va bientôt exploser et transformer à jamais le paysage du rap français. En 2006, on entre dans la période où la section d'assaut commence à faire du bruit. Les 5 prochaines années vont alors les faire passer de collectif underground à groupe incontournable du rap français. Et crois-moi, ça n'arrive pas par magie. C'est un bon mélange de talent, de travail de terrain et de collaboration bien sentie. Au fil du temps, les projets vont s'enchaîner, déjà avec l'album Le Renouveau, qui sortira en 2008 et qui sera suivi par les Chroniques du mois. Un concept où le groupe diffusait chaque mois une nouvelle vidéo et 2 chansons. Cela faisait partie de leur stratégie pour gagner en notoriété avant la sortie de leur premier street album complet. Petit à petit, ce qui avait commencé tout petit grandissait à vue d'œil. Peu de temps après, en mai 2009, sort L'écrasement de tête, leur premier street album officiel, et les clips T'es bête ou quoi et Wati Bon Son explosent littéralement. Paris Nord, Paris Sud, son qui représente la capitale, c'est par ici. Section d'assaut, le 75 en personne. Évidemment que l'ennemi en face en perso, mais... À partir de là, on parle d'un groupe à part entière. Bref, la section d'assaut était officiellement née. À partir de là, le groupe s'était déjà bien dessiné, et dans les figures principales du groupe, on retrouvait Maître Gims, Black M, Le Fa, Barack Adama, Maska, J.R.O.Chrome ou encore Doomams. Mais l'année 2010 marquera une autre grande étape de leur carrière. Leur premier album studio, L'école des points vitaux, sort alors chez Sony Music. Ils vendront plus de 400 000 exemplaires au total et obtiendront un triple disque de platine. C'est le carton total. Et parmi les hits de l'album, on retrouve des sons qui, personnellement, me replongent tellement loin dans la nostalgie de mon enfance. Des titres comme Casquette à l'envers, Désolé ou encore Wati by Night. On dit que la vie ne fait pas le moine, mais moi on m'a jugé parce que j'avais ma casquette à l'envers. Et j'ai dû côtoyer le pavé, pas à pas je le dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler.
s'approche, ça se tape des barres, ça fume des spars comme si c'était légal. Les gars veulent serrer des meufs, les meufs serrer des gars, et ça, toute la night. Quoi qu'il en soit, le style unique du groupe, combiné à une stratégie de sortie hyper efficace, leur permet de s'imposer durablement sur la scène rap française. Et pourtant, tout ça, ce n'était que le début, parce que ce qui allait suivre allait les propulser bien au-delà des salles de concert parisiennes. La Section d'Assaut n'allait plus être un groupe de rap, il devenait un véritable phénomène. Maintenant, on entre dans la partie où la Section d'Assaut touche vraiment le sommet. On parle de 2011-2012, l'année où le groupe passe du statut de phénomène parisien à légende nationale du rap français. Parce que c'est là que le groupe surprend tout le monde avec la sortie de l'album nommé L'Apogée. Et comme son nom l'indique, c'est pas juste un album, c'est le sommet, le moment où tout converge. Mais bon, avant ce grand saut, le groupe commence d'abord par teaser l'arrivée de cet album avec une mixtape, en attendant l'apogée, les chroniques du 75. À l'époque, ça se vend déjà à plus de 150 000 exemplaires, et chaque morceau avait son clip sur le DVD, et en bonus, un petit documentaire sur le parcours du groupe. Autant te dire que les fans pouvaient voir les coulisses et vivre l'aventure avec eux comme s'ils suivaient une série Netflix sur le rap parisien. Et quelques mois plus tard, ils annoncent alors le premier extrait de l'album. Allô la terre, Belize arrive, ici section, on arrive. Si tu veux du sang pour poser, mais pas ça. Si tu veux pas faire d'excès de vitesse, mais pas ça. À partir de là, les fans, les vrais, commencent déjà à guetter la sortie de l'album comme la sortie d'un blockbuster américain. Et puis, en décembre, c'est le morceau Disque d'or qui arrive. Et bon, j'ai pas besoin de te faire un dessin, c'est devenu un vrai classique. Ils sont dit qu'on était cool parce qu'on insultait pas les gens. Je ne veux pas être une légende, je sais très bien que je les gêne. Mais je veux mon disque d'or, disque d'or. C'est comme ça que début janvier, ils balancent la 3e chanson. Et c'est probablement la chanson la plus touchante de tout leur discographie. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi, avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Avec ce morceau, le groupe montre qu'il peut passer de la fête à l'émotion et que leurs morceaux ne sont jamais juste des hits de club. Et forcément, après la sortie de ce morceau, ça commence à chauffer sérieusement sur les réseaux. Finalement, le grand jour arrive et le 5 mars 2012, l'Apogée sort officiellement. L'album devient disque d'or immédiat, 2 semaines plus tard, disque de platine, 2 mois plus tard, double platine. Et avec les morceaux que cet album contient, je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que c'est amplement mérité. Je vais me balader, allez me balader, yeah. Me balader, allez me balader, yeah. Je vais me balader aux Champs-Élysées. C'est une mise à mort. Cette chanson, j'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras. Ces titres passent en boucle partout. Radio, club, réseaux sociaux, bref, impossible d'y échapper. Et comme un album comme ça mérite une grande tournée, le groupe remplit les plus grandes salles de France et finissent même par 2 Bercy. Chaque concert est un vrai show interactif, un mélange de performances millimétrées et d'énergie brute. Les fans chantent chaque ligne et la Section d'Assaut montre qu'elle maîtrise autant la scène que les studios. Ensuite, l'année 2013 arrive et avec elle, les Energy Music Awards. À cette cérémonie, la section rafle 2 prix, groupe duo francophone de l'année et chanson francophone de l'année pour Avant qu'elle parte. Bref, c'est le moment où tout le monde reconnaît officiellement leur talent. Et pourtant, derrière les trophées et les salles pleines, certaines fissures commencent à apparaître. Les égos commencent à se confronter, les envies solo prennent de plus en plus de place et certaines polémiques viennent ternir l'image du groupe. Si pendant longtemps on pensait que tout allait très bien pour le groupe, derrière ce rideau, ils ont aussi eu leur tempête médiatique. Et tout commence très tôt, dès leur première mixtape et street album. Déjà, à cette période, certaines chansons contiennent des phrases qui font froncer les sourcils, voire plus. Parce qu'on retrouve alors plusieurs insultes homophobes dans leurs textes, autant dire que ça ne passe pas inaperçu. Ça m'a saoulé, je crois qu'il est content que les PDP scoopent leur pénis, laisse-les me retrouver sur le périphérie. Ouais, Snake, celui qui voit la fin parce que des hommes font du sexe au lit. Du sexe au lit? Ouais, négro, ce truc pas halal. Lointaine est l'époque où les homos se maquaient en scred. Maintenant se galoche en ville avec des sapars cancel. Mais vas-y bouge, toutes ces pratiques ne sont pas saines. En plus de ça, en juin 2010, lors d'une interview, le FA déclare carrément que le groupe est homophobe à 100%, et qu'il l'assume. Et les conséquences se font évidemment pas attendre. Certaines radios interdisent le groupe d'antenne et des concerts sont menacés d'annulation. Face à ce chaos, le groupe réagit rapidement avec un communiqué d'excuses et je vous laisse juger par vous-même. Donc effectivement, j'ai bien dit que nous étions homophobes, je m'en suis excusé auprès de tous les gens que j'ai pu choquer, blesser. Il y a eu un petit débrief, j'ai envie de dire, au sein du label avec le producteur. Donc voilà, Dawala qui est avec nous depuis 2005.
m'a dit attention, homophobe c'est un mot lourd, donc voilà, est-ce que tu es vraiment conscient de ce que ça veut dire? Et donc voilà, là j'ai fait la démarche de vérifier donc dans le dictionnaire. C'est aussi simple que ça peut faire rire certains. Mais voilà, j'ai fait la démarche de vérifier vraiment la définition de ce mot dans le dictionnaire. Et c'est vrai que c'est un mot qui va très loin, c'est un mot qui est très lourd. Et au moment où je l'ai utilisé, je mesurais pas vraiment l'impact. Bon, après ces excuses plus ou moins convaincantes, d'autres polémiques arrivent. Parce que la journaliste qui avait rapporté les propos, Nathalie Sorlin, voit sa réputation détruite et porte plainte pour diffamation. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 2013, Barack Adama s'était attaqué à elle en disant que c'était une menteuse. Bon, évidemment, c'était faux, elle n'avait pas menti, parce qu'en fait, elle avait simplement retranscrit ce que le groupe lui avait dit. Et donc finalement, Barack Adama sera condamné à verser des dommages et intérêts à la journaliste pour ses propos. Bref, ces polémiques ont été une sorte de leçon de vie pour le groupe, disant que même au sommet, il faut mesurer ses paroles. Et pour eux, ce qui était vraiment important, c'était qu'ils ont su assumer leurs erreurs. Mais bon, quand on parle de célébrité, évidemment, les questions d'argent ne sont pas très loin. Et ça aussi, ça a apporté pas mal de problèmes au groupe. Parce que oui, à ses débuts, c'était simple. Pas d'argent, pas de succès, pas de problème. Mais une fois que le succès est arrivé et que l'argent a suivi, ça n'a plus jamais été pareil. Dans la musique, vous le savez probablement, un producteur et ses artistes sont souvent liés par un contrat. Chaque contrat a ses avantages et ses inconvénients, et selon lequel tu signes, tu peux te retrouver gagnant ou un peu moins. Et bien pour la section d'assaut, on n'a jamais eu les détails exacts, mais il y a de grandes chances qu'ils aient signé un contrat d'artiste classique. Ça veut dire un petit salaire tous les mois et en échange, 0 dépenses à avancer. Toi, tu as juste à donner de ton temps, à être présent et à donner de ton art, et en échange, le producteur s'occupe de toutes les dépenses. Mais donc, quand on fait le compte, le producteur, qui est Dawala dans ce cas, gagne beaucoup plus que les membres. Et en même temps, c'est un peu normal, parce qu'il a toutes les dépenses du groupe à payer, et surtout, au début, pendant plusieurs années, il a misé son argent personnel sur la section d'assaut, alors que personne ne croyait en eux. Les clips, les studios, les déplacements, il payait tout, c'était une sorte d'investissement. Et le jour où ça a commencé à rapporter, eh bien c'est un peu normal qu'il profite de son investissement. Mais bon, pour les membres du groupe, on peut aussi comprendre que c'est pas évident. La section, c'était 8 membres. Et donc, quand tu prends ta petite part du gâteau et que tu dois la diviser en 8, il ne reste pas grand-chose dans la poche de chacun. Après, ils savaient ce qu'ils avaient signé, et en même temps, à l'époque, ils étaient jeunes, sans argent, et assez contents d'avoir un producteur qui croyait en eux. Et justement, parmi tous ces talents, très vite, Maître Gims est devenu une sorte de leader naturel. Du coup, quand il voit que le groupe devient célèbre, passe à la télé et remplit des salles pour finalement toucher des miettes, il fait savoir son mécontentement à Dawala et ça paye. Parce que pendant la tournée de l'apogée, chaque membre de la section aurait touché environ 600 000 €. Et là, ça devient évidemment un peu plus intéressant pour eux. Et si maintenant on parle au niveau artistique, il y en a 3 qui se démarquaient largement des autres. Évidemment, Maître Gims, Black M et Le Fa. Et donc, après cette période dorée, les chemins des membres vont logiquement commencer à se séparer. Après l'apogée de la section d'assaut, chacun des membres se retrouve face à un choix important. Continuer de briller en collectif ou alors s'aventurer dans leurs propres univers musicaux en commençant une carrière solo. Certains vont alors jouer la carte du rap pur et dur, et d'autres vont mixer mélodie et storytelling, mais évidemment tout en gardant cet ADN section d'assaut qui fait leur force. Et parmi eux, il y en avait un qui pensait déjà depuis longtemps à commencer une carrière solo, Maître Gims. Donc forcément, après l'apogée, c'est le moment pour se lancer officiellement en solo. Et malgré ces petites histoires d'argent avec Dawala, il reste chez Watibé pour ses 2 premiers albums solo, qui seront 2 énormes cartons. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans monter. Elle répondait ton nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Ça paye comme jamais, ça paye comme jamais. Il enchaîne les tubes, les clips explosent sur YouTube et il fait même des tournées internationales. Gims réussit le pari incroyable de garder l'âme de section d'assaut tout en explorant un univers plus pop et accessible. Il séduit la France, mais aussi un public beaucoup plus international, allant de Paris à Bruxelles, de Montréal à Genève. Il devient un vrai phénomène musical capable de passer du rap pur à des chansons plus mélodiques sans jamais perdre son style. Sauf que, malgré le succès, Gims touchait que 12% de ses ventes. Et ça commençait sérieusement à le frustrer. Du coup, il a cherché un moyen de casser son contrat pour signer autre part. Le problème, c'est que Dawala, lui, avait déjà investi des millions en avance. Et donc pour lui, voir Gims partir avec l'argent sans livrer l'album promis,
C'était impensable. S'en suivra un énorme conflit juridique entre deux, et on parle de plus d'une dizaine de millions d'euros. Bref, derrière Maître Gims, d'autres membres vont aussi suivre et montrer qu'ils ont des choses à dire et un flow à montrer. On a évidemment Black M, qui lui n'a clairement pas voulu rester dans l'ombre. Après le succès du collectif, il décide de se lancer pleinement en solo, d'abord avec des titres comme Madame Pavoshko, dont personnellement j'étais un grand fan à l'époque, et ensuite avec Sur ma route, qui va être un énorme carton. Allez Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits Madame Pavoshko, et vos gosses me kiffent Madame Pavoshko. Sur ma Dès le début, Black M se présente comme un artiste à part entière, avec sa propre identité, son univers et son humour. Il réussit à mélanger rap percutant, punchline drôle et mélodie ultra captivante, un cocktail qui va séduire un public très large, des fans de rap pur aux amateurs de hits plus légers et festifs. Mais par contre, pour Lefa, là c'est un petit peu différent, parce que lui va d'abord prendre une pause, pour ensuite revenir avec Visionnaire, mais aussi plusieurs autres projets solo qui montrent sa maîtrise du flow et des punchlines. Fidèle à son style, Lefa continue de captiver ses fans tout en restant proche de l'univers Section d'Assaut. Ensuite, on a évidemment Barack Adama qui s'est lancé dans une mixtape et qui n'a pas hésité à expérimenter, mélangeant rap, trap et parfois des influences plus électro pour proposer un son qui lui est vraiment personnel. Maska, quant à lui, a choisi une approche plus introspective. Ses projets mettent en avant les textes, les histoires personnelles et les émotions avec un côté presque poétique dans ses rimes. Et de leur côté, J.Chrome et Doomams se sont tournés vers la collaboration et le cinéma. Ils apparaissent sur des morceaux à plusieurs voix et participent à des bandes originales, ce qui leur permet de toucher un public plus large et de diversifier leur univers musical. Pour finir, on a Petrodollar, qui après une longue pause, loin des projecteurs, est revenu avec un style unique qui mélangeait énergie brute et mélodie travaillée. Bref, ce que montre cette période, c'est surtout que la Section d'Assaut n'était pas juste un autre groupe de rap. C'était une vraie pépinière de talent où chacun pouvait apprendre, expérimenter et un jour s'affirmer à son tour. Après plus de 10 ans de tubes, de concerts à guichet fermé, de polémiques, de carrières solo et de collaborations en tout genre, qu'est-ce qu'il reste de la Section d'Assaut? Eh bien, beaucoup plus qu'un simple groupe de rap. Parce que dès leur premier pas dans les studios, la Section d'Assaut a bousculé les codes du rap français. Et d'ailleurs, ils ont bien failli revenir pour de bon vers les années 2020, parce qu'à cette période, les fans attendaient un projet nommé Le Retour des Rois, un album qui avait été teasé depuis plusieurs années, une tournée a même été organisée, et autant dire que la hype était à son maximum. Malheureusement, l'album ne sortira jamais. D'ailleurs, Maître Gims confirmera ça en 2022. Il explique alors qu'il n'y aura pas de nouvel album, pas de réformation de la section, bref, la légende restera figée dans le passé. Mais alors, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Eh bien, selon Black M, c'est la faute de Dawala qui bloquait le projet. Il n'hésitera d'ailleurs pas à l'attaquer ouvertement sur Instagram. Dawala, de son côté, expliquera qu'il n'a absolument aucun intérêt à faire ça, et pour le coup, je le crois. Et bon, finalement, si on écoute ce que Gims en pense, on comprend vite que l'annulation de ce projet vient plutôt d'une sorte de peur de ruiner la légende de la Section d'Assaut avec la sortie d'un album moins fort que les autres. Et quelque part, ce raisonnement se tient. Sauf peut-être pour les autres membres du groupe qui ont connu moins de succès en solo et qui pourraient se faire un peu d'argent et reprendre un peu de célébrité par la même occasion. Mais alors, qui croire? Parce que chacun a sa version, chacun tire la couverture. Mais en tout cas, une chose est sûre, sans Dawala, la Section d'Assaut n'aurait probablement jamais décollé. Et ça va évidemment dans les deux sens, parce que sans la section, Dawala n'aurait pas eu ce rôle de découvreur de talent qui l'a propulsé. Au final, toute cette histoire, c'est un mélange d'amitié, d'argent et d'ego. Et ce qu'on retiendra vraiment, c'est qu'avant eux, le rap français était souvent coincé entre rap hardcore ou rap commercial, un peu superficiel, et que justement, grâce à eux, elle a montré qu'on pouvait mélanger sérieux et divertissement. Avec leur flow et leur capacité à raconter des histoires qui parlaient à tout le monde, ils ont donné un nouveau souffle à la scène urbaine parisienne. Mais l'influence de la Section d'Assaut ne s'arrête pas à leur propre album, parce que littéralement des centaines d'artistes ont cité la Section comme leur inspiration principale. Bref, ils ont prouvé que le succès d'un groupe ne se mesure pas seulement aux ventes ou aux récompenses, mais à sa capacité d'influencer toute une génération. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la créer parce que la Section d'Assaut, c'est un groupe qui m'a marqué dans mon enfance et qui m'a fait aimer le rap français. Alors si c'est aussi ton cas, n'hésite surtout pas à me le mettre en commentaire. Mets-moi tes chansons préférées, tes albums préférés, peut-être ton membre du groupe préféré. Je veux absolument tout savoir. N'oublie pas non plus de mettre un petit j'aime, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire.